deux épisodes qui me reviennent en mémoire. Tout d'abord, lorsque j'étais adolescent, je devais avoir 13 ou 14 ans peut-être, en 1971, j'ai Paris Match entre les mains et je vois une couverture sur laquelle on voit le roi Baudouin, on voit le Shah d'Iran, si mes souvenirs sont bons, on voit la Faradiba qui est au bras de l'empereur d'Abyssinie, d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Évidemment, je regarde un petit peu les images dans ce magazine, parce que dans Paris Match, ce sont les images qui importent plus que le texte, et je vois des images qui, aux yeux d'un adolescent, paraissent tout à fait éblouissantes et paraissent sortir d'un conte de fées. Qu'y voit-on? On y voit en fait une cérémonie qui se passe à Persépolis et qui commémore la création de l'empire achéménide, il y a de cela donc 2500 ans. On y voit aussi un ensemble de tentes qui se trouvent dans une sorte de petite ville, un grand village, et les chefs d'État du monde entier ont la possibilité, pendant plusieurs jours, de se rencontrer, de prendre le petit déjeuner ensemble, et on y voit le président des États-Unis qui a la possibilité de rencontrer le secrétaire général du Parti communiste, d'Union soviétique. On y voit tous des souverains chamarrés comme pas possible. Et je pense inévitablement, puisque c'est la période dont je suis spécialiste, au camp du Drap d'Or qui, en 1520, avait réuni deux princes fastueux de la Renaissance, à savoir François Ier et Henri VIII. Ça, c'est le premier épisode que je voulais relater. Autre épisode qui se situe ou qui renvoie également à cette période d'il y a 2500 ans, donc une très lointaine période. Il se fait que dans mon cours de critique historique avec mes étudiants, j'étudie entre autres des textes concernant l'Antiquité, Proche-Orientale, et encore récemment, j'ai étudié un texte qui relate un rêve du roi Nabonide, qui date de 555, avant notre ère bien sûr, et dans ce texte, le roi Nabonide, qui est en fait le dernier souverain de Babylone, avant que la Babylonie ne soit intégrée en 539 dans l'empire de Cyrus, ce roi donc veut légitimer le pouvoir qu'il occupe dans un rêve, et il y a même un rêve dans un rêve, donc il a une mise en abîme, et dans ce rêve, il affirme que Nabuchodonosor II, le grand Nabuchodonosor que tout le monde connaît, est venu lui parler dans le rêve et lui a transmis en fait le pouvoir, puisque lui-même n'a pas d'ascendance glorieuse, et il inaugure une dynastie qu'il terminera d'ailleurs, dont il sera le dernier souverain. Alors vous allez me dire, mais pourquoi évoquer ces deux souvenirs? Mais parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer Firouzeh Nahavandi, qui est professeure à l'Université de Bruxelles, qui, entre autres choses, est directrice de l'Institut de sociologie, elle est directrice également du CECID, c'est-à-dire du Centre d'études de la coopération internationale et du développement, et qui est spécialiste justement de l'Iran, mais de l'Iran contemporain, entendons-nous bien. Le 18 octobre dernier, donc 2018, Firouzeh Nahavandi
a présenté une leçon inaugurale au CECID, justement, qui avait pour thématique l'usage de l'histoire en tant que moyen de légitimer le pouvoir politique. En gros, c'est de cela dont il était question. Et cette conférence, dont j'ai eu la chance d'avoir le texte en anglais et en version française, puisque la conférence est faite en français, m'a passionné. Et je me suis dit que, bien entendu, j'allais saisir de cette occasion, surtout que la semaine prochaine, le lundi 11 février 2019, on va commémorer le 40e anniversaire de la République islamique d'Iran. Donc, le moment était tout à fait choisi, et puisque je connais Firouzeh Navandi, je me suis dit, il faut absolument que je l'interroge sur un sujet qui me touche beaucoup, puisque j'ai fait de la recherche justement dans le domaine de l'historiographie, et la propagande dans le domaine de la politique via le discours historiographique m'a toujours passionné. Donc, Firouzeh, bonjour. Bonjour, et bonjour. Merci de m'inviter. Ah non, là, les remerciements doivent venir de chez moi. Je trouvais dommage que cette conférence n'ait pas pu être enregistrée à l'époque. On en a discuté ici hors caméra pendant quelques minutes. Et je trouvais vraiment dommage qu'il n'en reste pas une trace. Et c'est l'occasion ici, donc, de pouvoir diffuser auprès d'un public plus large, auprès d'auditrices et d'auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de t'écouter. Et comme cette chaîne, celle que, comment dirais-je, que j'anime depuis maintenant quelques années, a un objectif pédagogique qui est d'éclairer le grand public, surtout, évidemment, on dira que je suis peut-être un peu pessimiste, mais surtout que je trouve que nous sommes dans une période où, hélas, la culture et l'enseignement ont quand même de grandes difficultés à se diffuser. Et donc j'essaye, dans cette chaîne qui est essentiellement historique, de pouvoir éclairer le plus grand nombre, parce que ça fait partie, je dirais, de mon idéal, du tien aussi, je crois certainement. Et je voudrais donc te poser une toute première question. Étant entendu que nous nous sommes mis d'accord sur le plan qui ne fait rien d'autre que de suivre la conférence que tu avais donnée il y a donc 4 mois, si je calcule bien. Donc, dans un premier temps, je vais t'interroger sur l'utilisation du passé qui a été faite pour légitimer des régimes antérieurs au XXe siècle, c'est-à-dire avant 1525, le moment où la dynastie des Pahlavis se met en place. Donc, ça correspondra peut-être... Enfin, de toute façon, tu es libre de t'exprimer quant à la longueur comme tu veux, donc on n'a pas de timing à respecter ici. Donc ce sera le premier tiers, je ne sais pas, de notre entretien, et puis alors les 2 autres tiers porteront sur l'époque des Pahlavis, et alors bien sûr sur l'usage de l'histoire à l'époque de la République islamique, si ça te va toujours. Tout à fait. Voilà. De toute façon, je le dis, tu es libre de développer comme tu le veux ton raisonnement et les informations que tu as et qui résultent de recherche. Et donc, quand tu estimes que tu étais à l'essentiel pour une question, on passe tout de suite à la suivante sans aucune difficulté. Voilà. Donc, pourrais-tu d'abord nous dire pourquoi tu as décidé de t'attacher à ce sujet-là? Autrement dit, à la question de l'histoire, de son usage et de la culture politique dans laquelle elle s'insère, et comment l'écriture de l'histoire est essentielle pour comprendre la situation des États en général et la situation de l'Iran en particulier, et peut-être de l'Iran contemporain surtout. Eh bien, dans un premier temps, peut-être que je dois expliquer qu'au départ, je suis sociologue. Je suis sociologue, mais je travaille depuis 1979 sur la région du Moyen-Orient, et plus particulièrement sur l'Iran, et aussi sur les pays que j'appelle les pays musulmans non arabes.
Donc c'est une région délimitée sur laquelle je me focalise, qui est l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et depuis quelques années aussi la Turquie. Alors en travaillant sur, disons, une approche sociopolitique de la région, mais revenons quand même à l'Iran, je me suis rendu compte que finalement, en écoutant le discours des différents chefs d'État, quand ils existent, donc il s'agit quand même bien du dernier Shah d'Iran, Mohammad Reza Shah, et les dirigeants successifs de la République islamique, les références historiques et les mobilisations ont été quand même très importantes et elles se sont modifiées à travers le temps. Et donc je me suis focalisée petit à petit sur l'utilisation des références historiques dans le discours des dirigeants iraniens. Et je dois dire que ce sujet, que j'englobe dans la culture politique, je reviendrai peut-être sur une définition de ce qu'est la culture politique, eh bien m'a tellement passionnée que j'ai également appliqué le même raisonnement à la Turquie moderne et surtout à son dirigeant actuel qui est Erdogan. Alors, je sais que la Turquie ne fait pas partie de notre interview d'aujourd'hui, mais je suis vraiment étonnée de voir comment les mêmes mécanismes fonctionnent pour l'Iran et pour la Turquie, et je pense même que cela fera l'objet d'un prochain article, voire d'un livre qui sera une analyse comparative. Alors, ce serait gentil peut-être de parler un petit peu plus haut, parce que nous avons un petit souci, mais qui est indépendant de, voilà, de ce qu'on avait prévu, mais si tu pouvais parler un petit peu plus haut, voilà, pour essayer de tenter de couvrir un petit peu. Voilà. Ce sont les inattendus. C'est les inattendus, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, parce que ce serait dommage. On a tout sécurisé sauf cela. Voilà. On n'y a pas pensé. Et donc, je voudrais revenir sur ce qu'on pourrait estimer être la culture politique. C'est un domaine qui est pas très nouveau en sciences politiques, mais qui est très controversé. Mais en gros, quand on parle de culture politique, on parle de tous les mythes, de tous les événements récents ou passés, de tous les symboles qui sont mobilisés par les dirigeants, en fait, pour légitimer leur pouvoir. Et dans ce sens-là, il faut quand même dire que même si on a affaire à des régimes forts, voire des dictateurs, disons, le besoin de se légitimer reste toujours important. Même un dictateur a besoin quand même de légitimer sa position de différentes manières, et donc c'est ça que l'on appelle culture politique de manière évidemment simplifiée. Donc c'est ainsi que je me suis penchée sur l'histoire récente de l'Iran. Alors, peut-être pour introduire la période du XXe siècle, ça paraît intéressant, d'autant plus que tu l'as fait dans ta conférence inaugurale, de revenir un petit peu sur les époques plus anciennes. On ne va pas remonter évidemment sur l'usage de l'histoire dans des périodes vraiment celles de l'Antiquité, à savoir l'époque des Achéménides, des Arsacides et des Sassanides, mais par contre, à partir du moment où l'Iran est islamisé, à partir du 7e siècle, ça vaut peut-être la peine de montrer s'il y a ou pas une rupture dans la culture iranienne, la culture historique et politique, et l'usage qui peut être fait, le cas échéant, par l'histoire à l'époque, à l'époque des Omeyyades, je n'en sais rien, mais en tout cas à l'époque des Abbassides. Puisqu'au fond, l'époque des Abbassides, c'est l'époque où l'empire musulman va en grande partie sur le plan culturel s'iraniser. Hein, voilà, d'ailleurs, il y a d'ailleurs le déplacement de la capitale de Damas à Bagdad, et puis je crois que les califes ont été fascinés par cette culture persane qui était évidemment beaucoup plus
impressionnantes que la culture arabe de cette époque-là, qui avait un autre passé, un passé tout à fait différent. Tout à fait, mais je pense que de toute façon, l'histoire de l'Antiquité et puis la manière dont les différentes successions se sont faites en Iran est quelque chose qui, dans l'esprit des Iraniens, reste très présent. D'où le fait que les différents dirigeants, dont ceux de la République islamique, y font encore référence. Donc je pense qu'il faut quand même peut-être dire quelques mots sur cette période-là, qui est une référence importante dans les discours, en particulier dans l'imaginaire politique et la construction d'un imaginaire politique, parce qu'on choisit certains éléments du passé pour l'introduire dans une équation qui va servir à la légitimation. Dont d'ailleurs, assez récemment, sur la légitimation du nucléaire, et donc ça c'est un épisode tout à fait récent, puisque la question du nucléaire, dans les discours, a été liée à la grandeur de l'Iran. Et cette grandeur de l'Iran, eh bien, elle va jusqu'à la création finalement des grands empires, et en particulier de l'empire achéménide. L'empire achéménide qui, au temps de sa splendeur, a contrôlé des territoires immenses qui allaient de la Grèce à l'Égypte, en passant par la Libye actuelle, etc. Donc un très grand empire dont l'un des plus grands rois, son fondateur en fait, est Cyrus, qui reviendra énormément dans les discours au XXe siècle. Alors, ceci, j'en parlerai bien sûr plus tard, et on a comme ça dans l'histoire de l'Iran toute cette période qui est mise en évidence. Une période qui, au 7e siècle, et tu l'as évoqué, va se modifier, parce qu'au 7e siècle, l'Iran va être envahi par les troupes arabes et va être très rapidement islamisé. D'ailleurs, c'est une question que l'on se pose. Comment cet Iran qui a connu des empires importants, les Achéménides, mais à l'époque où l'islam arrive, c'est l'empire sassanide, comment est-ce que cet énorme empire s'est écroulé aussi rapidement? Et les explications sont différentes, mais entre autres, certains disent que, disons que les références commençaient à s'affaiblir, que le clergé de l'époque, qui était un clergé zoroastrien, s'immisçait de plus en plus dans les affaires politiques, et donc cela avait affaibli l'État. C'est ce discours-là qui a été mis en évidence dans l'historiographie plus récente, c'est ça que tu dis? Non. Non. Si où tu parles de l'imaginaire politique. Non, c'est même pas ça. La raison pour laquelle l'Empire sassanide va s'effondrer est une question quand même que l'on peut se poser, parce que l'Empire sassanide, c'est quand même aussi un immense empire, avec, je pense pour les représentations et les références européennes, toutes les guerres contre Rome. Et donc avec des défaites et des victoires qui marquent les uns et les autres d'ailleurs. Parce que dans les manuels scolaires, je parle de l'enseignement secondaire ici, ce qui est mis en évidence, on ne parle quasiment pas des Sassanides bien entendu, mais quand on en parle, c'est pour dire au fond qu'il y a eu un épuisement de part et d'autre entre l'Empire byzantin et l'Empire sassanide qui se faisait la guerre, et que, au fond, l'Empire sassanide était épuisé par les guerres contre Byzance, les deux empires se sont affaiblis, et c'est à ce moment-là que les Arabes arrivent, et vont d'ailleurs à la fois très rapidement contre l'Empire sassanide, vont l'emporter, et l'Empire byzantin a failli aussi très rapidement. Il y a eu le risque de la prise de Constantinople. Qui s'est faite plus tard. Beaucoup plus tard, mais Constantinople a failli être prise dès le 7e siècle. Tu as raison d'évoquer cet épisode, parce que c'est une des explications aussi de la chute de l'Empire sassanide, la deuxième étant cette question de l'infiltration de plus en plus grande du clergé zoroastrien dans le pouvoir. Donc
C'est quand même des éléments importants parce que lorsque cet empire sassanide s'effondre, eh bien c'est vécu quand même à l'époque, mais encore aujourd'hui, comme un traumatisme. Oui, oui. C'est la question de ce traumatisme qui me semble importante. D'ailleurs, beaucoup encore parlent d'invasion arabe. C'est une blessure narcissique, c'est ça? C'est une blessure narcissique. C'est pour ça que j'évoquais tellement la grandeur, parce que c'est par rapport à cette grandeur que l'on peut... Bien que le pouvoir soit islamique quand même maintenant. Il n'y a pas un paradoxe derrière tout ça. Eh bien, au c'est fond. ce que je vais essayer d'accord, voilà. Justement. Je suis trop pressé, hein, je suis trop pressé. Non, mais c'est ce Voilà, que je vais essayer d'expliquer. Et tu as raison, avant même que j'y arrive, mais c'est que pendant tout un temps, la République islamique, surtout dans ses premières années, a essayé de gommer la partie dont je viens de parler, c'est-à-dire la période pré-islamique. Et donc c'est focalisé sur la période islamique jusqu'à un moment donné se dire finalement la période pré-islamique et la grandeur de l'Iran mobilisent peut-être un peu plus, ou en tout cas sont des éléments qu'il ne faut pas négliger pour mobiliser la population iranienne. Donc à partir de ce moment, quelque chose que je voudrais aussi quand même pointer, c'est qu'au 7e siècle, donc quand l'Iran devient musulman, il est musulman sunnite. C'est un élément que beaucoup oublient, surtout quand on parle dans l'actualité. Il n'a pas été que chiite, donc il a été à un moment donné il était sunnite. Oui. Et lorsque l'on parle de manière tout à fait erronée dans les médias de la guerre millénaire entre les sunnites et les chiites pour expliquer les luttes entre les Iraniens et leurs voisins, on n'a pas tout à fait raison, puisque l'Iran a été quand même jusqu'au XVIe siècle sunnite. C'est ça. Alors, il y a eu, à partir du XIe siècle, Xe siècle, mais c'est vrai pour tout le monde musulman, des dynasties locales qui se sont érigées et qui ont contesté le pouvoir des califes, dont d'ailleurs ceux des Ottomans et puis plus tard ceux des Abbassides. Et dans ces dynasties, pour revenir à la question du chiisme, il y en a une peut-être qu'il faut citer, c'est la dynastie bouyide, qui a régné au XIe, XIIe siècle, et qui était une dynastie chiite. Alors pourquoi je parle de celle-ci? C'est la première. C'est la première. Enfin, une des plus importantes. En tout cas, pour le 11e, 12e. Oui. Il y a eu quelques autres épisodes de groupes qui faisaient référence au chiisme, mais les bouyides, c'est vraiment la première, parce qu'ils ont eu leur période de gloire, et surtout, c'est eux qui auraient introduit les éléments symboliques et les références à des épisodes de commémoration qui vont être repris plus tard par les chiites. Ce seraient eux qui auraient introduit les fêtes, qui auraient introduit les flagellations qui sont liées à Kerbala et à l'imam Hussein, important dans l'histoire des chiites. La martyrologie commence quand même sa source à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, alors et je ne sais pas, hein, puisque je suis tout à fait ignorant, donc ici je suis l'ingénu dans cette affaire, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va mettre en évidence alors aussi la fitna, la grande discorde qui conduit à ce schisme quand même à un moment donné entre sunnites et chiites à propos, ou pas encore. Donc il faut attendre les Safavides. Donc là, alors, petit à petit, en fait, l'empire bouyide se situe dans le cadre de l'émergence de différents pouvoirs, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs iraniens, mais qui sont liés à la fin de l'empire abbasside, où petit à petit, l'empire abbasside s'épuise. En fait, le monde musulman s'étend à une telle rapidité qu'il ne peut plus contrôler tous ces territoires. Et donc c'est ainsi que vont naître différents royaumes, dont le Bouyid. Et puis, pour continuer un petit peu sur l'histoire iranienne, va arriver un empire, va naître un empire qui sera
un empire qui va de nouveau recréer une grandeur et reprendre sous son contrôle des territoires qui étaient aussi liés à l'Antiquité. C'est l'empire safavide qui a été créé en 1501 et qui a une position très nationaliste, puisque c'est justement l'empire safavide qui va instaurer comme religion d'État le chiisme. C'est ça. Et donc là, on a vraiment une coupure qui se met en place, une coupure voulue entre le monde sunnite et le monde chiite, avec en son centre évidemment l'empire safavide, puisque c'est, ça va rester pendant longtemps, le seul État chiite au monde. L'Iran est encore l'un des plus grands États en termes de population chiite. Alors pourquoi est-ce que les Safavides vont instaurer le chiisme comme religion d'État? Il y a différentes explications, mais la plus importante, c'est qu'ils vont ériger le chiisme comme signe de distinction avec leurs voisins avec qui ils sont en guerre. Donc l'Empire ottoman, contre lesquels ils se battent, et puis aussi les Ouzbeks, avec lesquels ils sont aussi en dissension. Alors c'est une manière de se différencier des sunnites, qui sont la majorité, qui reste encore la majorité des musulmans, et de se construire une légitimité qui reste encore... Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est le début, enfin l'élaboration d'un discours de type entre guillemets nationaliste? Peut-être que je fais de l'anachronisme là, non. Mais là, à partir du moment où il y a une dynastie qui met en place une religion officielle qui est spécifique, si je puis dire, à l'espace iranien, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment l'émergence d'un discours de type nationaliste? Ou bien le terme est tout à fait anachronique par rapport à... Mais pour comprendre, hein, sur le plan pédagogique, je dirais. Je pense que la majorité des observateurs disent que c'est un des piliers du nationalisme iranien. Maintenant, effectivement, le nationalisme est un courant qui va naître bien plus tard, mais en ce qui concerne, disons, la distinction, c'est un élément important. Et je pense que arabes, non-arabes, et chiites, sunnites, disons, se cristallisent à cette époque-là, et c'est d'autant plus intéressant finalement que lorsque le chiisme va être érigé en religion d'État et va être promu par la dynastie safavide, il n'y a pas de spécialistes ou de théologiens chiites vraiment importants en Iran. Donc l'Empire safavide va devoir faire appel à des spécialistes qui viennent de l'Irak ou du Liban actuel pour construire sa pensée. Donc non pas que cette pensée n'était pas construite, mais en Iran, elle n'y était pas. Et en plus, le chiisme n'a pas été accueilli à bras ouverts par les Iraniens. Il y a eu quand même tout un système de propagande, de pression qui se sont déployés, et d'ailleurs beaucoup de sunnites iraniens qui n'étaient pas d'accord avec ce changement se sont exilés, et probablement ça explique qu'aux frontières de l'Iran on a encore beaucoup de populations sunnites, et ça pourrait être l'une des explications. Voilà. Pour parler de ce XVIe siècle, où se met en place pour un peu plus de 2 siècles donc cette dynastie séfébite ou safavide, il y a quand même un parallèle qui me vient à l'esprit par rapport, tu as parlé essentiellement du sunnisme qui se situe plutôt dans des États à l'ouest de l'Iran, même si en dernier lieu tu as dit que sur la périphérie, il y a aussi des sunnites. Mais moi je pensais aussi à ce grand empire qui se met en place au même moment en Inde, l'empire des grands Moghols. Hein, c'est vraiment tout à fait contemporain avec
avec Babur, Akbar, et, bon, et les grands Mongols qui succèdent, qui est un empire sunnite, mais qui est un empire de culture profondément persane, parce qu'au fond, la langue officielle pour tous les actes administratifs sous les grands Mongols, c'est le persan, et la culture persane est partout à la cour des grands Mongols. Donc voilà, donc là il y a encore à... C'est parce que, voilà, non, ce sont les deux grands empires de l'époque, hein, oui, l'empire safavide et l'empire moghol, avec toutes les références, effectivement, que l'on trouve chez les Moghols. L'architecture est inspirée de l'Iran, la littérature... Et même les miniatures persanes, on les retrouve... Tout à fait. Bon, je pense que c'est une ère culturelle, qu'il est intéressant de travailler, et c'est ce que j'appelle aussi l'Asie du Sud-Ouest, c'est-à-dire en fait une ère culturelle qui s'arrête à l'Indus en particulier. Après commence le monde indien. Mais enfin à l'époque de l'Empire moghol, effectivement la langue diplomatique était le persan. Mais alors pour revenir à l'Empire safavide, je crois qu'un élément qui est important et qui a aujourd'hui encore son importance, ou qui a eu, c'est que, évidemment, à partir du moment où les Safavides faisaient appel à un clergé chiite, puisque, disons, la version chiite de l'islam est organisée différemment, elle est plus hiérarchique, elle ressemble plus au clergé catholique que ce qui... Avec des oulémas et des mollahs et des avec des mollahs et avec disons une hiérarchie qui se met en place avec une accumulation des connaissances, etc. Mais à partir du moment où on donnait de l'importance au clergé, on en faisait aussi un corps qui a du pouvoir. Et donc qui pouvait mettre en danger le politique. Donc on a en Iran une concurrence qui se met en place entre le clergé et le politique. Et qu'on va retrouver en plein XXe siècle. Hein. Exactement, mais à l'époque, le problème est résolu avec un contrat tacite qu'on appelle le contrat safavide. Un compromis à la belge. Presque. Les uns légitiment les autres. Donc le clergé est protégé par les rois, et les rois sont légitimés par la religion. Donc c'est ce contrat safavide qui va voler en éclats en 1979, avec la révolution iranienne. Jusqu'en 1979, eh bien, on a quand même ce système qui reste plus ou moins, avec des moments où c'est attaqué, mais en gros, il se maintient jusqu'à la révolution islamique. Et donc, voilà, je pense que c'est un élément qui est aussi intéressant dans l'histoire, dans la mesure où il va être totalement... il va disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas eu à l'époque, il me semblait que tu expliquais ça, mais c'est un souvenir, hein, dans ta conférence, qu'il y a même une légitimation du pouvoir, ou je me trompe, hein, peut-être que je me confonds, à l'époque safavide, en référence à l'époque sassanide, ou je me trompe. Tout à fait, eux aussi, oui. Mais on voit aussi des éléments de référence déjà. C'est ça, voilà. À cette grandeur qui est la grandeur de l'Antiquité. C'est intéressant de voir comment, dans certains pays, il y a eu des blessures narcissiques, si on peut l'utiliser comme ça, et comment la référence à l'histoire est importante. À une histoire très ancienne. Ce n'est pas l'histoire du 19e siècle, c'est vraiment l'histoire de 2100 ans, d'un millénaire avant Jésus-Christ. Et donc on retrouve quand même ces éléments dans la région, je pense, de manière assez intéressante, que ce soit au Pakistan, parce que l'histoire du territoire où se trouve le Pakistan est quand même très importante. Et comment les choses évoluent-elles à l'époque des Qadjars alors, à l'époque des Qadjars... Entre ce qui correspond chez nous à la Révolution française, 1789, et 1925, le moment où une nouvelle dynastie se met en place, les Pahlavis. Alors, il faut se dire qu'il y a toujours eu, depuis l'instauration du chiisme, une sorte de balance inversée entre le pouvoir des rois et le pouvoir du clergé. Alors, si les Safavides
contrôle malgré tout le clergé, étant donné que la dynastie Kadjar devient plus faible, et d'ailleurs en raison des attaques russes et des visées hégémoniques des puissances de l'époque, Russie et Grande-Bretagne en particulier, eh bien le clergé va avoir de plus en plus de puissance. Donc il y aura quand même des dissensions entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux sous la dynastie Kadjar qui se termine donc en 1925. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans l'époque Kadjar, c'est qu'on va avoir les premiers éléments de mise en place d'un autre type de nationalisme qui est mobilisé pour la modernisation. Et on va avoir d'abord la révolution constitutionnelle de 1906, qui est une manière de cerner, de contrôler le pouvoir royal. On va avoir des intellectuels qui vont commencer à remettre en cause la place de l'islam. Donc on a en même temps un clergé qui devient plus puissant, parce que les rois s'affaiblissent, en tout cas certains d'entre eux, mais en même temps on a une intelligentsia qui se met en place et qui part de l'idée que la référence à l'islam est justement ce qui a affaibli l'Iran, d'où le contrôle des puissances. Comme dans l'Empire ottoman à la même époque, avec tout à fait. On va avoir les mêmes. On peut faire tout à fait. Kemal qui va laïciser le pays. Hein. Tout à fait. Déjà, les tanzimat dans l'Empire ottoman étaient une manière de répondre à l'affaiblissement de l'Empire ottoman. En Iran, il y a des intellectuels qui développent les mêmes idées, des intellectuels qui ont aussi fait l'Europe, des intellectuels qui se sont familiarisés avec la pensée occidentale, qui ont été parfois encadrés par les loges maçonniques en Europe, et donc grouillent ces idées qui pensent que l'islam devrait être mise à l'écart parce que c'est la raison de l'affaiblissement de l'Iran. Et puis donc on arrive à une période où cette idée va se développer de manière beaucoup plus structurée. Et c'est la dynastie Pahlavi, qui est la dernière dynastie royale de l'Iran, Là aussi, il va falloir, il y a un problème de légitimation, un petit peu comme pour mon Naboni, dont je parlais tout à fait au début, hein, qui est issu de pas grand-chose. Si je veux dire, le premier Reza, il n'est pas issu d'une famille aristocratique à ma connaissance. Non, justement, c'est tout le besoin de légitimité. C'est un roturier, au fond. Tout à fait. Oui. C'est le besoin de légitimité qu'a quand même toujours ressenti la dynastie Pahlavi. Effectivement, c'était des parvenus quelque part. À l'origine, en tout cas le père. Disons que le père est un général haut placé dans la brigade cosaque. La brigade cosaque, c'était une brigade qui avait été mise en place par les Russes pour protéger d'ailleurs l'empire, la dynastie Kadjar. Et puis ce brigadier qui était le plus haut placé va commencer à avoir un rôle dans l'histoire de l'Iran lorsque la dynastie Kadjar va tomber avec le soutien d'ailleurs d'une certaine manière des Britanniques. Oui. Eh bien Reza Khan, qui est donc le plus haut gradé chez les Cosaques, va finalement prendre le pouvoir et créer cette nouvelle dynastie qui est la dynastie Pahlavi. Je voudrais quand même dire que au départ, Reza Khan, qui va devenir Reza Shah, est quand même un admirateur d'Atatürk. Et sa première idée, c'était pas de créer une dynastie. Il voulait créer une république à l'image d'Atatürk qu'il admirait. Et il en a été empêché, c'est les paradoxes de l'histoire, par en partie le clergé, qui pensait que si on créait une république à l'image d'Atatürk, la religion allait s'affaiblir. Alors, il ne savait pas que de toute façon Reza Shah allait prendre des mesures à l'encontre, ou en tout cas pour contrôler la religion. Et donc, en 1925,
va être créée cette dynastie Pahlavi qui va faire de la modernisation bien sa caractéristique principale. Et cette modernisation, eh bien, elle va passer par la dissociation du religieux et du politique et la sécularisation importante. Est-ce que, évidemment, il ne faut pas faire d'anachronisme, il ne faut pas faire de comparaison trop rapide, enfin je peux le dire parce que je suis historien, c'est vraiment le pire des péchés qu'on puisse faire en histoire. Heureusement je ne le suis pas, mais bon, oui, j'essaie de respecter. Mais d'un point de vue pédagogique, de nouveau, j'essaye pour permettre à ceux qui nous écoutent d'y voir un petit peu plus clair. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, au fond, qui ressemble à ce qui se passe au XVIIIe siècle en Europe avec le despotisme éclairé? C'est-à-dire que c'est l'époque où une idéologie se met en place, l'idéologie des Lumières, l'idée de progrès, de modernisation, mais certains souverains estiment que ça doit passer pour qu'il y ait des réformes qui soient applicables par l'instauration d'un pouvoir fort, éclairé, certes, c'est pour ça qu'on parle de despotisme éclairé. Est-ce qu'au fond, les Pahlavi et le fils de Reza Shah, donc Mohamed Reza Pahlavi, ne se sont pas considérés un petit peu comme des despotes éclairés à l'image je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête de ces deux souverains, mais est-ce qu'il n'y a pas une référence? Parce qu'au fond, d'ailleurs, on peut dire que Atatürk est un despote éclairé. Lui-même, c'est un despote éclairé, non? Enfin, d'une certaine manière. Je pense que c'est une comparaison dans laquelle on peut s'avanturer. Oui. Et d'ailleurs, on évidemment, les appelle... c'est pas la même civilisation. Non, mais on va appeler d'ailleurs des gens comme Atatürk ou Reza Shah ou Mohamed Reza Shah, des gens qui vont introduire une modernisation par le haut. Alors, ça se ressemble quand même à ce despotisme éclairé où on essaye de changer les structures du pays. Et c'est là que commencent de manière importante les références historiques. Donc on va essayer, en voulant contrôler le religieux qu'on estime être à la base des problèmes, on va commencer à faire des références à l'histoire pré-islamique. Et Reza Shah va jouer là-dessus de manière très importante, puisqu'il va essayer de... il va créer d'abord l'académie iranienne qui est chargée de purger la langue persane des mots arabes et des mots turcs qui sont importants, qui le sont encore aujourd'hui. Oui. Il va essayer de réencenser cette histoire millénaire pré-islamique, de multiplier ses références, de faire référence à des poètes, à des écrivains qui représentent bien la culture iranienne et dissocier cela de la culture musulmane, de la même manière qu'il va établir la distinction entre le droit musulman qui était encore de mise et une juridiction civile, les écoles laïques vont être créées, l'université va être créée. Donc on a tout le symbolisme qui revient à travers la littérature, à travers l'écriture de l'histoire. Oui, parce qu'on a des grands historiens qui vont réhabiliter la grandeur iranienne. Ils vont même jusqu'à aller faire référence à la période de l'invasion, et là revient la question de l'invasion du 7e siècle, comme une période qui a introduit l'obscurantisme dans le pays. Et donc à partir de là, on a des éléments d'architecture, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais de la construction de musées, la construction de statues, tout ce qui peut... disons, faire référence à l'Empire perse et donc une légitimation qui se veut distincte de celle de la religion. Entre autres, par exemple, on va avoir le calendrier qui est modifié, puisque le calendrier musulman fait référence est un calendrier lunaire, et on va introduire le calendrier solaire.
Et alors, l'hégire sera toujours ou pas le point de départ quand même du calendrier, enfin de l'ère, ou pas? Pendant un temps, oui. Oui. Et puis Mohamed Reza Shah va encore changer cela, puisque il va encore modifier le calendrier pour le faire commencer à 2500 ans, donc Ah à oui, l'histoire voilà. millénaire. Et donc, je me rappelle à l'époque, j'étais en Iran, on avait toutes sortes de calendriers différents, on ne s'y retrouvait plus, surtout pour les dates de naissance. On avait donc le calendrier solaire, on avait le calendrier occidental, et puis on avait grégorien, et puis on avait le calendrier millénaire, donc le calendrier qui faisait référence à l'histoire millénaire. C'est un petit peu comme au moment de la Révolution française, on met en place le calendrier de Fabre-d'Églantine, voilà, etc. Oui. Donc, nous sommes en 227, pour si jamais ça intéresse nos auditeurs, dans le calendrier républicain. Parce que je le pratique donc moi, je peux, en termes de calendrier impérial, on serait 2000 et quelques, j'avoue. Et pour les mois ont changé aussi, non? Alors les mois ont changé aussi, oui. Donc on a eu quand même beaucoup de changements, mais en fait les Iraniens ne s'y retrouvaient pas. On s'y retrouvait plus. Alors là, ce sont des éléments quand même importants. Et puis, bon, cette modernisation en référence à l'histoire iranienne millénaire va s'accentuer encore avec Mohamed Reza Shah, avec une référence à la grande civilisation, avec une accentuation encore de l'écriture de l'histoire qui met l'accent sur la période pré-islamique, les références architecturales, etc. Et puis, bien évidemment, à cet épisode dont tu as parlé, Persépolis, qui est vraiment le paroxysme de ces références à la grandeur iranienne. Avec un discours du Shah aussi. Avec un discours du Shah qui mobilisait l'un des personnages, et ça c'est intéressant dans l'histoire iranienne, c'est qu'il n'y a pas seulement l'histoire qui est mobilisée, mais des personnages aussi. Et donc le personnage emblématique de l'ère Pahlavi, disons, pour simplifier, c'est Cyrus le Grand. Et donc effectivement, à ces fêtes de Persépolis, on a Mohamed Reza Shah, empereur d'Iran, qui reçoit tous les grands de ce monde. Et il faut dire que ces mêmes grands qui vont tourner le dos à ce Mohamed Reza Shah étaient tous présents et se disputaient les places pour être le mieux assis en termes de... Et ça n'a pas créé dans la population qui était au courant de ces fêtes un sentiment de révolte chez le petit peuple? Parce que, est-ce que finalement ces fêtes cette commémoration était destinée, comment dirais-je, à inscrire la grandeur de l'Iran dans son passé pour se faire valoir dans le cadre de la politique étrangère, ou est-ce que ça avait aussi une destination en termes de politique intérieure? Parce que là, c'était ambigu, parce que d'un côté, en même temps, on renvoie au passé millénaire de l'Iran, et en même temps, j'imagine que la population savait ce que ça coûtait, parce que ça a coûté des sommes faramineuses, et ça a dû créer, et peut-être que le clergé là aussi, enfin je ne sais pas quel a été le rôle du clergé, mais à ce moment-là, parce que c'est un passé païen au fond. Les deux, je pense que les deux ont été mobilisés. Pour l'interne, pour les Iraniens, cette commémoration, c'est prouver qu'on est en train d'atteindre la grande civilisation, que la modernisation marche et que donc toute la politique menée par le roi est quelque chose qui est efficace. C'est ça. Et donc on justifie aussi par cela les sacrifices que les Iraniens doivent faire, parce que finalement on vit de rêve également, et pas seulement de pain et d'eau fraîche. Donc ça justifie ce qui est en train de se passer en Iran. Et à l'international, eh bien c'était une manière de montrer qu'on est de nouveau dans le giron des puissances importantes. Et donc c'était aussi à partir des années, et ça va s'accentuer avec la montée des prix du pétrole, c'était aussi une manière, mais ça c'est discutable, oui tout à fait, mais c'est une manière de montrer que on ne suit plus
comme des petits chiens la politique occidentale et qu'on se positionne. Mais effectivement, les dépenses qui ont été faites dans ces fêtes de Persépolis et qui ont été marquées, qui étaient vues par les Iraniens, ont été énormes. Et donc ça ne pouvait que créer un choc auprès de la population qui, elle, ne vivait pas dans ce faste. Alors que ce soit même des gens qui vivaient de manière honnête et pas dans le faste total, c'était déjà choquant pour ces gens-là, la classe moyenne, disons, mais alors pour les autres, c'était aussi... c'était un choc culturel aussi. Il faut dire que tout a été amené d'Europe. La cuisine, tous les organisateurs, et puis les tentes, les dépenses ont été immenses. Ça a été aussi une des bases de la critique qu'a pu instrumentaliser plus tard Khomeini. Et puis il y avait tout ce décor hollywoodien, puisqu'on a vu défiler l'armée, des régiments d'époque de Cyrus, on voyait ces Perses tels qu'ils sont, ces soldats tels qu'ils sont représentés d'ailleurs sur les murs qui restent maintenant à Persépolis. Alors juste un élément là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Ahmadinejad, donc bien plus tard, sous la République islamique, lorsque le cylindre de Cyrus, encore une fois, qui est un qu'on a découvert au XIXe siècle, c'est en fait un petit cylindre que les Iraniens considèrent comme étant la première déclaration des droits de l'homme. Parce que sur ce cylindre, c'est vraiment la tolérance religieuse en particulier qui est marquée. Et le discours du roi en 1971, c'est aussi, devant la tombe de Cyrus, c'est de dire, Cyrus, je simplifie, mais c'est ça l'idée, c'est dors en paix, nous sommes réveillés pour garder ton héritage. Et cet héritage, c'est aussi ce qui est sur le cylindre de Cyrus. Alors ce cylindre de Cyrus, qui a été découvert au 19e, il n'est pas en Iran. Mais il y a pas mal de places et de construction du cylindre qui font référence en Iran. Mais à l'époque de Ahmadinejad, les Britanniques l'ont transféré momentanément en Iran. Et donc, pour revenir à ces vêtements dont tu parlais, ce soit Ahmadinejad, il va d'une certaine manière reprendre le même scénario que ces fêtes de Persépolis. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir des soldats habillés... comme il y a des continuités auxquelles on ne s'attendrait pas du tout. Évidemment, mais avec une petite différence quand même, c'est que il y a des soldats, enfin il y a toute la mise en scène pour ce cylindre qui revient momentanément, parce que Ahmadinejad va en faire vraiment un élément important aussi de son discours, mais les soldats et les personnages qui sont autour de cela portent aussi le kéfier palestinien. Donc cette écharpe palestinienne. Donc bon, il y a un petit peu de mélange, mais c'est intéressant de voir qu'il fait les mêmes références. Donc tout cela, c'est une histoire qui est importante, donc qui va revenir avec la République islamique, mais qui, avec l'arrivée de l'ayatollah Khomeini et donc 1979, la révolution dont on commémore le 40e anniversaire, c'est des choses qui vont changer. Et on va avoir un autre type de culture politique, pour revenir à ce que je disais tout au début, qui va se mettre en place, c'est-à-dire que le régime théocratique va essayer de gommer tout le passé pré-islamique pour mettre en place une histoire qui est purement musulmane. Alors cette histoire musulmane, sous Khomeini, elle est vraiment une référence à l'islam, à l'Ummah, la communauté musulmane, jusqu'au moment où il va y avoir la guerre Iran-Irak. Pendant la guerre Iran-Irak, eh bien, étant donné que c'était deux peuples musulmans,
qui s'entretuaient, c'est vraiment le cas de le dire. D'autant plus qu'en Irak, dans le sud surtout, il y a des chiites aussi. Il y a des chiites, mais là, on assistait à une guerre qu'on ne pouvait plus justifier en termes d'opposition Occident-Orient, deux peuples musulmans, certes, chiites et sunnites, qui se battent, mais avec une majorité d'ailleurs de chiites en Irak. Oui. Mais le problème était que donc la référence à l'islam n'était pas assez parlante. Et donc on a commencé, même pendant cette période, alors que Khomeini est encore vivant, puisqu'il va mourir juste à la fin de la guerre Iran-Irak, on va commencer à introduire aussi des éléments du nationalisme iranien traditionnel pré-islamique. Donc on va avoir des changements qui se font dans les manuels scolaires, on va avoir des références à la grandeur de nouveau qui se mettent, parce que finalement l'islam était mobilisateur, mais il y avait quand même l'iranité qui était aussi mobilisateur. Et cela va d'ailleurs être introduit un peu plus avec des personnages connus, donc avec Rafsanjani qui a été président de la République, avec Khatami, qui a aussi été président de la République, qui essaye de nouer l'unité nationale. Et cela va d'ailleurs prendre une très grande importance avec Ahmadinejad, qui donc va succéder à Khatami et qui va être le président donc, de la République iranienne juste avant Rouhani, qui lui a succédé et qui va alors commencer à mettre en place ce qu'on appelle donc le néo-nationalisme iranien, c'est-à-dire en même temps faire référence à l'histoire chiite. Oui, oui. En particulier, il faut dire que dans la référence à l'histoire chiite, les deux personnages dont je n'ai pas parlé, mais sont deux imams, Ali et Hussein, qui justifient à eux tout seuls toute la martyrologie chiite, qui est aussi une des caractéristiques peut-être importantes de l'Iran. Mais en même temps, Ahmadinejad fait référence au 12e imam des chiites, qui est l'imam occulté. L'imam occulté, personnage très important, puisque les Iraniens, donc les chiites, l'attendent. C'est lui qui va rétablir la paix et la sérénité dans le monde. Et donc, il va essayer de mêler cette histoire chiite, en particulier la référence au 12e imam auquel il est particulièrement attaché, à l'histoire pré-islamique et à la grandeur. Au point où il voudrait aussi, pendant son investiture, célébrer la nouvelle année iranienne, le Nowruz, qui est le 21 mars, à Persépolis. Alors là, les autorités iraniennes commencent à vraiment considérer que ce personnage n'est pas très catholique, si j'ose dire. Et donc, ça va être interdit. Il va quand même célébrer Nowruz au Tadjikistan, qui est aussi très proche des Iraniens en termes culturels, en termes de langue. La langue aussi, avec un faste l'année d'après, ce désir de le faire à Persépolis, mais c'est comme ça qu'il va petit à petit tomber en disgrâce. Parce que Ahmadinejad était la personne qui semblait être le vrai successeur de Khomeini, puisqu'au départ, il instaure et fait référence aux mêmes épisodes, il a une approche populiste, il se veut l'héritier de Khomeini, et puis voilà que cet héritier de Khomeini commence à devenir totalement différent et va être très critiqué par toutes les autorités et le clergé, jusqu'à être destitué finalement. Et alors, je voudrais revenir à quelque chose, un élément auquel tu faisais référence tout au début de notre entretien. Oui. Tu disais que le nucléaire lui-même
Oui. fait partie de cet imaginaire lié à la grandeur. Tout à fait. Voilà. Et alors ça situe quand alors ça, c'est à l'époque d'Ahmadinejad? Alors, C'est après? il faut dire que c'est celui cette référence dans le nucléaire, dans la propagande, si je puis dire. le nucléaire commence avant Ahmadinejad, même si C'est dans ça, les médias, d'accord. enfin, ça commence Voilà, déjà sous le oui, Shah, bien sûr, bien mais sûr. sous Mohamed Reza Shah. Mais néanmoins, c'est Khatami qui réhabilite aussi Oui, oui. cette question nucléaire, mais c'est surtout aussi Ahmadinejad qui va, parce qu'il est le personnage qu'il est, avec ses discours incendiaires contre Israël, ça a d'ailleurs été plus ou moins édulcoré par l'actuel ministre des Affaires étrangères. Mais en tout cas, c'est lui qui utilise et surutilise la référence au départ à l'histoire passée. En fait, le nucléaire se justifierait, et là on l'entend aussi chez les dirigeants actuels, on l'entend même dans la bouche du Khamenei, guide actuel, et même dans la bouche de Rouhani, le nucléaire, non pas que cela se justifie, mais en tout cas est un droit pour un peuple avec une si longue histoire. Et quand on parle de longue histoire, évidemment, on ne parle pas de l'islam, mais on parle de l'histoire pré-islamique. Donc, en fait, les Iraniens auraient droit au nucléaire, d'autant plus que ce nucléaire est pacifique dans leur discours, parce que ils le méritent par leur histoire. Et donc là, on a la boucle qui est bouclée. Et alors à ce sujet-là, évidemment, ils n'ont aucune chance, certainement pas dans le contexte actuel, mais est-ce que dans la propagande du pouvoir, il est fait référence aussi au droit qu'auraient les Iraniens de posséder un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'au fond c'est une grande nation, parce qu'on parle de l'Inde, on parle du Brésil, on parle du Nigeria, on parle de l'Égypte, et pourquoi pas l'Iran. Bon, c'est bien qu'ils n'ont aucune chance, hein, mais voilà. Mais est-ce que quelque part c'est intervenu à un moment donné ou pas? Ou ils se disent non, ça sert même à rien de l'évoquer. Pas à ma connaissance. Non, mais pas comme revendication crédible, mais simplement pour dire la bombe atomique, mais ça c'est le côté, je dirais, défensif. Le nucléaire. Oui, le nucléaire, oui, donc c'est même, oui, voilà, le nucléaire. C'est pas... D'accord, ok. Mais d'autre part, alors pourquoi pas aussi, puisque c'est quand même un État clé au Moyen-Orient, un grand État avec une population importante, pourquoi pas un jour une place au Conseil de sécurité, puisque finalement il y a d'autres États qui revendiquent également un siège permanent. Un siège permanent. Alors dans les discours que je connais, mais je ne mettrai pas ma main au feu, dans les discours que j'ai étudiés, je n'ai pas vu de référence à cette idée, mais il faut aussi quand même dire que l'ambition de l'Iran d'être un acteur qui compte sur la scène internationale reste quelque chose d'important. Et c'est une ambition qui semblait commencer à être atteinte une fois que, en 2015, les premiers accords, les accords sur le nucléaire ont été signés avec l'Iran, parce qu'à l'époque, on se disait, bon, l'Iran, en tout cas, se voyait déjà se déployer dans le monde, être un acteur qui compte, et puis, quelque chose qui finalement ne s'est pas avéré tout à fait possible, même si l'Iran s'est quand même déployé dans la région, et qu'il se considère comme un acteur important. Tous ces rêves qui aujourd'hui ont volé en éclats avec le retrait unilatéral de Trump et des États-Unis de cet accord sur le nucléaire, les sanctions internationales, les sanctions américaines en particulier qui ont recommencé, mais surtout aussi parce que la situation à l'intérieur n'est pas du tout celle que l'on aurait pu imaginer pour un grand pays avec tout ce que nous venons de dire. Mais écoute, je crois qu'on arrive à la fin de l'entretien. Hein. Le temps passe plus vite que ce que l'on... je n'ai pas regardé ma montre, donc je ne sais pas du tout depuis quand on discute, mais en tout cas, et surtout d'autant plus que j'étais tellement pris par ce que tu
par ce dont tu parlais, que j'étais dans un temps qui est hors du temps, si je puis dire. Je ne pensais pas être aussi bavarde. Mais en fait, c'est parce que tu as parlé de choses essentielles, donc tu t'es pas laissé aller, comme si je puis dire, dans ta spécialité. Non, tu n'as parlé que de choses essentielles. Je crois que tu as été vraiment au cœur du sujet. Et alors, nous avons tous, moi-même, et les auditeurs et les auditrices aussi, eu la chance de voir comme ça défiler 2500 ans d'histoire de ce qui fut un très grand empire dans l'Antiquité et qui reste aujourd'hui un grand état du monde contemporain. Donc je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as expliqué de manière très pédagogique, mais tu es professeur, hein, et donc tu ne t'es pas perdu dans des tas de détails qui auraient été inaudibles, inintelligibles par le grand public en tout cas. Donc un très très grand merci, et peut-être qu'un jour, si tu as encore peut-être une autre leçon inaugurale ou un autre sujet aussi passionnant que celui-ci, en tout cas moi je suis preneur. Parce que franchement, voilà, enfin tu vois que je suis aussi passionné que toi, même si ce n'est pas du tout mon sujet, mais enfin je suis historien, donc je ne peux qu'être passionné par ce genre de choses. Et voilà, j'ai l'âge que j'ai, mais je suis toujours aussi demandeur en termes de connaissances, et ce sera sans doute le cas jusqu'à mon dernier souffle. Mais donc, dès que je peux apprendre quelque chose de neuf, je suis passionné. Donc, un très très grand merci, Firouzet. Je voudrais juste dire une petite chose pour clôturer. Dans cette fierté qu'ont les Iraniens d'être ce qu'ils sont avec leur histoire, il y a un proverbe que j'aimerais aussi mobiliser ici. Les Iraniens estiment, et je cite, c'est le proverbe, que la connaissance est chez les Iraniens et c'est tout. Ah, oui, donc, évidemment. Ils sont détenteurs aussi. Ben bon, je traduis mot à mot, mais ça montre aussi une fierté qui était très importante dans ce peuple. Voilà. Eh bien, très bien. Nous allons conclure de cette manière, un petit peu comme les albums d'Hergé se terminent de la manière « tout est bien qui finit bien ». Voilà. Donc, tu as eu le mot de la fin, et donc peut-être à une prochaine fois, en tout cas. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à toi.